Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait parlé de démocratie, et après avoir abordé en première partie la notion même de démocratie, on s'était arrêté sur l'impact de notre appartenance à l'Union Européenne et le constat d'échec de notre 5ème République dans la seconde partie. Maintenant que vous y voyez probablement plus clair sur ce qu'est la démocratie et sur notre situation politique réelle, on va voir à présent comment on peut réussir à se sortir de cet état de fait et appliquer de manière réaliste des remèdes durables à la carence de démocratie que nous vivons. J'insiste bien sur remèdes réalistes et concrets, car puisque vous avez pris le temps de voir ma vidéo sur la Révolution, vous savez déjà ce que je pense de cette solution-là. Mais tout d'abord, faisons une aparté sur le sujet que vous attendez tous. Parce que oui, je sais que vous l'attendez tous, ne le niez pas. C'est la fameuse proposition de démocratie par tirage au sort d'Étienne Chouard. Je vais résumer rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Étienne Chouard, c'est un enseignant d'éco-gestion français qui s'est fait une renommée assez considérable sur internet en défendant une critique acerbe de l'idée de la démocratie. Ou plutôt de l'idée selon laquelle nous serions aujourd'hui en démocratie. Dressant le constat que la France n'est tout simplement plus en démocratie et doit le redevenir, il propose à cette fin un autre modèle, inspiré de la démocratie athénienne, basé sur le principe du tirage au sort. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas non plus de remplacer les élections par un tirage au sort du président, tout le monde sait que ce serait absurde. Mais si on peut longtemps débattre de la personne d'Étienne Chouard, sa proposition est quand même plus complexe et complète que ça, et il est loin d'être un idéaliste simpliste. C'est quand même quelqu'un de très cultivé, et à n'en pas douter, il est sincèrement convaincu de sa proposition. Pour résumer rapidement la chose, l'idée serait de remplacer toute institution de démocratie représentative par un équivalent de démocratie directe, dans laquelle les professionnels de la politique qui sont censés nous représenter, seraient remplacés par des assemblées de citoyens tirés au sort. Alors bien sûr, ça s'accompagne de tout un ensemble d'outils visant à limiter l'autorité d'une personne unique, de sorte à ce que les décisions soient systématiquement prises en groupe. Et également un contrôle strict de chaque mandat effectué, avec un risque de conséquences pénales s'il en ressort que le représentant tiré au sort a abusé de sa position à des fins personnelles. Je développerai pas tout dans le détail parce que vous vous doutez bien que c'est un sujet qui pourrait à lui seul remplir une vidéo, sinon plusieurs même. Mais je vous invite à aller voir directement ce qu'il propose parce que l'idée est intéressante et surtout très bien argumentée. Que vous soyez d'accord ou pas avec, il y a très clairement matière à apprendre des choses et à se poser des bonnes questions. Si j'adhère pas jusqu'au bout de sa proposition de tirage au sort, en tout cas pas telle qu'il la propose à court terme et je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo, il faut bien reconnaître que sa critique de l'idée de démocratie est tout simplement inégalée sur la scène française à ce jour. Avant de démarrer une polémique dans les commentaires, oui, je suis au courant des accusations à son encontre sur sa proximité avec des penseurs d'extrême droite comme Alain Soral. Ce que j'en pense, c'est qu'il tombe dans le piège d'une confusion sur le sens de la division droite-gauche en politique. En effet, Chouard accepte comme définition de ces termes le fait que la gauche est l'orientation politique qui représente le peuple, ou le salariat ou encore les ouvriers, tandis que l'extrême droite est celle qui défend les intérêts des puissants. On aurait donc selon lui à l'extrême droite des partis ultra-libéraux, comme l'UDI, le PS ou LR, là-dessus il a pas tout à fait tort, et à l'extrême gauche tous les dissidents, c'est-à-dire des gens véritablement de gauche comme Franck Lepage ou Henri Guillemin par exemple, mais également des gens un petit peu moins de gauche quand même, comme Alain Soral. Je vais pas m'éterniser là-dessus, je vous renvoie plutôt à la vidéo d'Usul qui en parle mieux que je pourrais le faire moi-même et avec qui je suis très largement d'accord. Mais le fait est que je considère qu'Étienne Chouard se trompe sur ce point. Parce que penser la division droite-gauche en ces termes, c'est accepter par exemple que le Front National soit devenu un parti de gauche au prétexte qu'ils ont réorienté leur discours sur des termes plus populistes, qui ont forcément le vent en poupe dans la période de despotisme libéral qui est la nôtre, et permettent de se prétendre être un parti d'opposition à moindre frais. Personnellement, je trouve que sur ce sujet-là, Chouard est tout simplement complètement à côté de la plaque. Et ça a l'air de l'aveugler au point qu'il n'hésite pas à se rapprocher d'Alain Soral, alors que c'est quelqu'un qui affirme lui-même qu'il ne croit pas en la démocratie. C'est quand même assez paradoxal de s'allier à quelqu'un comme ça, quand on tient un discours qui prône l'instauration d'une véritable démocratie comme enjeu fondamental. Mais pour autant, est-ce qu'on doit jeter Chouard entièrement à la poubelle ? Je pense que non, parce que faire preuve d'intelligence, c'est comprendre qu'un débat n'est possible que si on juge les idées et non pas les personnalités qui les portent. Attaquer l'idée du tirage au sort au prétexte que Chouard fricoterait avec l'extrême droite, c'est tout simplement un argument ad hominem. Et personnellement, c'est le genre d'argument dont je tiens aucun compte. Quand je m'intéresse à un discours, je m'intéresse à ce qui est dit, pas à celui qui le dit. Et s'il suffisait qu'un tel ou un tel me dise que la personne que j'écoute est d'extrême droite, franc-maçon, illuminati, raélien, ou qui travaille pour des animaux préhistoriques par tous heures de droite pour que je m'interdise d'écouter ce qu'il a à dire, comprenez bien que j'apprendrai pas grand chose et que je jugerai des idées sans les connaître. Uniquement parce que quelqu'un aura formulé une objection morale à ce qu'elle puisse être exprimée par la bouche d'un méchant facho d'extrême droite qui fait le mal. En bref, face à ce genre d'accusation, ma réaction est toujours la même, et je vous invite à la suivre. Écoutez tout de même ce que dit la personne incriminée, et faites-vous-en votre propre idée. Soit c'est vraiment un facho et vous vous en rendrez compte rapidement, et en plus vous pourrez le dénoncer de manière éclairée et argumentée,
Soit c'est pas le cas et vous aurez sûrement raté un truc intéressant si vous vous étiez arrêté à ces accusations. Mais revenons-en à nos démocraties. Comme je l'avais dit dans la première partie de cette série de vidéos sur le sujet, je suis régulièrement confronté lors de débats à des partisans d'Étienne Chouard, ceux qui surnomment les gentils-virus, et qui proposent de faire réécrire la Constitution par des assemblées de citoyens tirés au sort. L'idée étant que la Constitution étant le texte légal suprême d'un pays, chargé d'encadrer les décisions de nos politiciens qui édictent des lois conformément à cette Constitution, il est absurde de laisser ces mêmes politiciens rédiger eux-mêmes la Constitution qui encadrera leur propre pouvoir, comme c'est actuellement le cas. Il faut donc qu'elle émane directement du peuple. Vous conviendrez que c'est pas totalement insensé comme proposition. Ce que je leur reproche, c'est donc pas de soutenir des absurdités, loin de là, c'est simplement d'avoir très mal compris l'invitation d'Étienne Chouard lorsqu'il appelle à ne plus voter pour les affreux qui nous enfarinent. Beaucoup de ses partisans ont en effet interprété cette phrase comme une injonction à arrêter de voter tout court, considérant que le fait même de voter reviendrait à soutenir et légitimer un système corrompu, indépendamment de pour qui on voterait, même dans l'éventualité d'un choix satisfaisant parmi les candidats. Et c'est pourquoi je vois un peu partout des gens soutenir que l'acte même de voter est déjà en soi un acte antidémocratique. Partant du principe que voter revient à légitimer un système non démocratique, et donc par analogie que réclamer une véritable démocratie passerait obligatoirement par l'abstention. Or c'est pas exactement ce qu'a appelé à faire Étienne Chouard. Ou alors il s'est contredit à un moment parce que je suis certain de l'avoir entendu dire le contraire. Tel que moi je l'ai compris, il appelait à ne pas voter pour des politiciens dont il est connu et reconnu qui sont là pour leur seule carrière et qui trahiront leurs promesses aussitôt le cul posé sur le siège d'élu qu'ils convoitent. Là encore c'est plutôt sensé. Mais à aucun moment il a soutenu l'idée que le vote même constitue un acte de résignation face au système dominant et qu'il fallait religieusement s'interdire de voter. Petit correctif à la volée. Il semblerait que je sois allé un petit peu trop vite sur ce point et qu'effectivement Étienne Chouard a tendance à soutenir majoritairement une position proche de celle que je critique ici. Mais comme j'ai pas le temps de tout réécrire et tout réenregistrer, je laisse ce passage qui reflète assez bien ce que je pense de cette position. Évidemment, c'est à prendre avec du recul. Je reprends la vidéo. Ce qu'il dénonce, c'est simplement l'absence de choix politique dans le débat électoral, puisque pour des raisons que j'ai expliquées dans ma vidéo précédente, ils proposent tous la même chose et défendent tous les mêmes intérêts. Ceux d'une oligarchie financière qui a pris le contrôle des médias de grande diffusion, et se sont emparés de l'outil politique par la dite construction européenne, qui comme j'ai déjà dit, n'est rien d'autre que la matérialisation juridique d'une nouvelle forme de féodalité, basée non plus sur les propriétés terrestres, mais sur la puissance économique. Ce qu'appelait à faire Chouard, c'est d'arrêter de soutenir des gens qu'on sait être corrompus, puisqu'à défaut d'avoir des gens intègres pour qui voter, on évite au moins de soutenir des pourris en les légitimant avec notre voix. Mais ça n'interdit pas, dans l'absolu, de voter. J'y vois même une invitation à reprendre conscience de l'importance que revêt notre vote, et ne pas l'attribuer à la légère comme c'est trop souvent le cas actuellement. Il suffirait qu'au lieu de subir une absence de choix politique, ces mêmes gentils-virus par exemple se constituent sous forme d'un parti et se fassent élire pour appliquer leurs propositions. Ou au moins utilisent leur position de candidat pour diffuser leurs idées et enrichir le débat. Et c'est précisément ce qui leur manque actuellement pour rendre leurs propositions crédibles, les moyens de sa réalisation. Laissez-moi vous résumer un exemple type de dialogue avec eux pour vous faire comprendre là où ça cloche. Je rencontre un gentils-virus qui me dit « Il faut arrêter de voter, ils sont tous pourris ». Je réponds en général « Ok, qu'est-ce que tu proposes à la place ?» Il me dit « Il faut faire réécrire la Constitution par le peuple ». Moi je dis « Pourquoi pas? Comment tu penses mettre ça en place ?» Il me dit qu'il faut informer les gens sur le véritable sens de la démocratie. Moi je dis « Très bien, c'est une démarche que je soutiens, mais une fois qu'ils sont tous informés, comment on applique cette nouvelle Constitution ?» Il me dit qu'il faut s'unir pour faire tomber l'oligarchie. Je dis « D'accord, donc faire la révolution ». Il me dit que non, pas la révolution. Et je dis « Quoi alors? Comment tu vas appliquer un changement sans révolution sans passer par les urnes ?» Et il me dit que de toute façon, voter c'est abdiquer, c'est soutenir un système. Comme vous le voyez, ça tourne vite en rond. Et je peux vous assurer que j'ai déjà eu cette exacte conversation, presque mot pour mot, des dizaines de fois déjà. Vous vous êtes bien sûr rendu compte qu'il suffit de creuser un peu pour réaliser que derrière le refus du vote, il n'y a pas vraiment de plan B. Et c'est là que ça coince. Comment réaliser ce changement qu'il propose sans passer par les urnes? Parce qu'en effet, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur la révolution, il n'y a réellement que deux moyens de changer de modèle politique d'un pays. Soit par les urnes, soit par la force. A nouveau, j'exclus l'idée d'une révolution pacifiste, car j'ai déjà expliqué pourquoi elle n'est pas une alternative plausible. J'ai également déjà dit ce que je pensais de la révolution, qui n'est pas une solution viable. Ce serait affronter des décennies de violence en n'ayant aucune garantie d'obtenir la démocratie souhaitée au terme du massacre qu'elle provoquerait. Et on s'exposerait même au risque très réel d'obtenir à la place un système encore pire que l'actuel. Tenez au passage, digression. J'en profite pour vous partager un détail amusant que j'ai remarqué dernièrement. Le 31 décembre à 22h00, vous aviez Jean-Michel Opinion qui regardait les vœux de François Hollande à la télé et qui s'exclamait
Il y en a marre de ce menteur, il se fout de la gueule du monde, ras-le-bol de tous ces pourris qui nous exploitent, faudrait tout cramer, qu'on descende dans la rue, qu'on casse tout, et là on verrait bien s'ils font le poids avec leurs flics de merde, comme s'ils pouvaient tous nous mettre en tôle. Mais de toute façon, personne veut se bouger le cul, les autres ils sont trop lâches parce qu'ils sont trop abrutis pour la télé, et il serait vraiment temps qu'ils se fassent pousser une paire de couilles. Maintenant, le 1er janvier à 2h, vous aviez le même Jean-Michel Opinion qui regarde les voitures brûlées dans les cités, et qui s'énerve en criant « Y'en a marre de ces jeunes qui respectent rien et qui cassent tout, et ces flics qui servent à rien là, y a aucune autorité dans ce putain de pays. Serait temps de faire un peu respecter nos valeurs et tous les foutre en tôle ces délinquants là. Là on aura enfin un peu d'autorité. » Si vous vous êtes reconnu dans le comportement de Jean-Michel Opinion, félicitations, vous êtes victime de l'endoctrinement médiatique que vous dénonciez la veille au soir. Et oui, c'est en ça que ça consiste diviser le peuple. Si s'unir ça consistait à ne rassembler que les gens de notre classe sociale et de notre conviction politique, ce serait sûrement un peu trop facile, vous croyez pas ? Plutôt vous comprendrez que ces jeunes qui respectent rien sont tout simplement des citoyens qui souffrent des mêmes maux que vous et moi, mais à une échelle encore plus extrême, et que si jamais une révolution démarre, elle ne pourra démarrer que dans les banlieues, plutôt vous réaliserez que changer les choses passe par s'unir à eux et non pas les accuser d'être la cause de vos maux. La question est avant tout de savoir si vous aussi vous devriez descendre brûler des voitures, ou plutôt s'il vaudrait mieux que eux s'expriment davantage politiquement. Fin de digression. Je disais donc, la révolution n'est pas une solution souhaitable, et la plupart des militants des antivirus comprennent également ce risque et ne soutiennent donc pas l'idée d'une révolution violente. Seulement voilà, comme ils ne soutiennent pas non plus le vote, eh bien forcément il ne leur reste pas grand chose pour appliquer les changements qu'ils défendent, et leurs propositions restent bloquées à l'état de vague idée qu'il serait bien d'appliquer un jour, mais on ne sait pas encore comment. Donc ils se contentent de diffuser l'idée, en espérant que le moment venu elle s'impose naturellement. J'aimerais donc les inviter à réfléchir sur ce point. Voter, dans l'absolu, ce n'est pas abdiquer. Ça ne l'est que si vous votez Juppé, Valls ou n'importe quel autre menteur ou repris de justice notoire, dont on sait parfaitement qu'il perpétuera la même mascarade que l'actuelle, mais ça ne l'est pas si vous votez pour un candidat qui défend vos propres idées. Il ne s'agit pas de soutenir un méchant système pseudo-démocratique dans lequel le simple fait de voter ferait de vous un pion de l'oligarchie. Comme je l'ai dit, la démocratie n'est pas une affaire d'absolu, mais une affaire de degré. Nous ne sommes donc pas en non-démocratie, mais simplement en insuffisance démocratique. Voter n'est donc pas en soi un acte contradictoire à la démocratie que défendent entre autres les partisans d'Étienne Chouard. Ça peut aussi très bien servir à utiliser le peu de démocratie qu'il nous reste du mieux qu'on le peut. Par exemple en votant pour un parti qui défendrait le tirage au sort si c'est le modèle que vous souhaitez. Alors bien entendu, voter ça se fait pas à la légère non plus. On fait pas de la politique comme on joue à la dinette en allant voter faute de mieux ou contre tel ou tel candidat. Ce vote-là n'a absolument aucun sens. Voter, c'est exprimer son plein soutien à un candidat qu'on considère représenter le mieux nos intérêts. Et par là, j'entends un candidat dont vous pouvez être raisonnablement convaincu qu'il défendra bien vos idées. Pas un candidat qui fait 2 ou 3 vagues promesses qui vont à peu près dans le sens de ce que vous voulez, ou sort quelques grandes phrases creuses qui n'engagent à absolument rien, comme mon ennemi c'est la finance, ou travailler plus pour gagner plus. Surtout si c'est déjà la 25e fois qu'il vous fait le coup. Car en votant pour quelqu'un, vous approuvez par avance toute décision qu'il prendra durant le mandat qui lui sera confié, sur la foi de ses promesses électorales. C'est donc pas négligeable de voter pour quelqu'un qui ne promet rien de concret, rien qui puisse être mesuré, vérifié, constaté après son mandat. C'est tout simplement donner carte blanche à un type qui fait des jolies phrases. Donc le choix est finalement simple. Soit vous avez la conviction profonde qu'un candidat défendra vos intérêts, auquel cas vous vous devez de voter pour lui, autrement c'est une démission de votre rôle de citoyen. Soit vous ne croyez en aucun des candidats en liste, et dans ce cas-là, oui, c'est légitime de vous abstenir. Enfin, dans un système idéal, vous devriez plutôt voter blanc, mais actuellement le vote blanc n'est pas reconnu, ce qui au passage est absurde. Donc effectivement, l'abstention reste actuellement le meilleur moyen de refuser l'ensemble des candidats. Maintenant, vous pouvez me dire, oui enfin t'es gentil, mais ça pousse pas sur les arbres les politiciens honnêtes. Et c'est pas faux. Mais c'est pour ça que j'invitais à s'emparer de l'outil politique qu'il nous reste. Si aucun candidat ne défend vos convictions, c'est qu'il y a un vide politique à remplir. Alors arrêtez d'attendre que des professionnels de la politique aient la gentillesse de le remplir pour vous, et si nécessaire, prenez les choses en main. Formez un parti politique. Je reviens sur l'exemple des antivirus. Si vous considérez que la révolution n'est pas une bonne solution, et que vous préconisez de diffuser le sens véritable du terme démocratie pour arriver à vos fins, pourquoi ne pas le faire en tant que parti politique ? Ça reviendrait à faire exactement la même chose, convaincre les gens que votre proposition politique mérite d'être soutenue, car constituée comme parti ou pas, votre proposition est politique. Mais de cette manière, ça vous donnerait en plus une légitimité politique complète, et vous autoriserait à l'occasion de campagne électorale à revendiquer un accès aux médias. Difficile certainement, mais pas inexistant. Médiatisation sans laquelle vous allez avoir bien du mal à diffuser vos idées à 45 millions d'électeurs français. Les mêmes que vous essayez déjà de toucher, sans faire valoir votre droit à porter ce débat. Après tout, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à revendiquer l'application d'une démocratie véritable, tout en refusant d'utiliser le peu de démocratie qu'il nous reste pour l'obtenir ? Est-ce que c'est pas plutôt donner l'impression que vous ne croyez pas réellement que la démocratie puisse fonctionner,
puisque vous refusez l'usage de l'unique levier démocratique dont nous disposons encore. Je ferme ici cette longue parenthèse sur la proposition d'Étienne Chouard, et j'espère qu'elle permettra à ses défenseurs de se poser de bonnes questions afin d'être plus efficaces pour enrichir le débat politique. Mais on n'en a pas encore tout à fait terminé avec les propositions. Car oui, je considère qu'il existe un autre défenseur majeur de la démocratie sur la scène politique française, et sa proposition est à mes yeux la plus crédible de toutes. Et là, certains vont peut-être bondir de leur chaise, parce que justement c'est un homme politique, tout ce qu'il y a de plus officiel. Scandale! Forcément un oligarque corrompu qui cherche à nous escroquer nos voix pour trahir ensuite ses promesses. Eh bien, avant d'en tirer ce genre de conclusion hâtive, je vous propose de découvrir le personnage et vous en faire votre propre idée. Ce personnage, c'est François Asselineau, le président fondateur de l'Union Populaire Républicaine. Je vais être honnête, j'ai longtemps hésité à le mentionner dans cet article, ou plus généralement à mentionner directement ce parti dans quelconque de mes vidéos. Parce que j'essaye depuis la création de cette chaîne de garder une distance avec tout militantisme politique, afin de m'en tenir à une démarche d'éducation populaire. Je ne veux évidemment pas que cette chaîne devienne une chaîne de l'UPR, au sens où je veux garder une autonomie de discours et pouvoir parler de ce que je veux, quand je le veux, que ça soit ou non en phase avec ce que propose ce parti. C'est pourquoi j'insiste bien sur une chose, rien de ce que je dis sur cette chaîne n'engage l'UPR, de même que rien de ce que peut dire l'UPR n'engage cette chaîne à s'y conformer. C'est juste que puisque je suis très largement d'accord avec le projet de l'UPR, vous trouverez très souvent des positions communes. Dans un premier temps, j'ai préféré séparer les deux et éviter de mentionner l'UPR pour éviter de faire une association non désirée entre ma chaîne et un parti politique que je soutiens. Mais bon, il vous aura certainement suffi d'explorer ma chaîne pour comprendre que par le passé, j'ai réalisé quelques vidéos pour soutenir ce parti, c'est donc un secret pour personne que je soutiens. J'essayais donc de pas mélanger les deux, mais au fil de la réalisation de mes vidéos, je me suis rendu compte que ne pas mentionner mon engagement à l'UPR revenait tout simplement à éviter la quasi-totalité des sujets politiques que j'avais l'intention de traiter. Car à chaque fois qu'il y aurait une implication politique sur un sujet que je traite, j'aurais été obligé de soit mentir par omission en prétendant ne pas connaître l'UPR, ou simplement tourner autour du pot en faisant semblant de ne pas parler d'eux tout en parlant d'eux. L'un comme l'autre n'étant pas dans mes projets, je pense que la seule approche honnête est d'assumer clairement ma position sur cette chaîne. J'aimerais aussi contribuer à briser un peu ce tabou qui règne sur l'idée générale de l'engagement politique en France, selon lequel le seul fait de soutenir un parti politique ferait nécessairement de vous un pion du système asservi et aveuglé par des discours manipulateurs. Alors je préfère le dire le plus clairement du monde, oui je suis adhérent à l'UPR, oui je suis pleinement d'accord avec ce que propose ce parti, et c'est probablement quelque chose que vous devez garder en tête en m'écoutant sur des sujets politisés, afin de vous faire une idée éclairée de ma position politique. Pour autant, ça veut pas dire que je suis monomaniaque de l'UPR, ni que je pourrais jamais changer d'avis, ni d'ailleurs que je refuse tout débat sur cette question. Au contraire, si vous pensez que j'ai tort de le soutenir et que vous avez des arguments, et alors j'insiste là-dessus, des arguments, c'est-à-dire un raisonnement sensé et pertinent, pas un pamphlet moraliste creux avec des beaux slogans, alors justement faites-le moi savoir. Parce que comme tout le monde je peux me tromper, et dans le cas où je me trompe, j'aime autant qu'on m'en informe. Ceci étant dit, je vous rassure, car je compte bien sûr pas faire de ma chaîne une chaîne promotionnelle dédiée à l'UPR, ou encore moins faire de la démagogie. Je compte donc simplement vous donner mon point de vue sur chaque sujet que je traite comme je l'ai toujours fait, sans me priver de mentionner l'UPR là où ça sera pertinent. Mais sans non plus chercher à vous convaincre d'adhérer à quoi que ce soit, car c'est bien entendu à vous et à vous seul d'en décider. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est je suppose que vous disposez d'assez de sens critique pour vous forger votre propre opinion d'une manière générale. Donc je vous laisse en faire de même sur l'UPR, tout comme sur mes propres vidéos, comme je le fais moi-même sur n'importe quel autre sujet. Vous avez entièrement le droit de pas être d'accord avec moi, c'est justement un signe de bonne santé mentale de ne pas accepter tout cuit ce que je dis dans mes vidéos et d'être en désaccord avec au moins une partie de ce que je dis. Ou alors c'est que j'ai totalement raison sur tout, et dans ce cas-là j'ai une statue et mon effigie et un harem de top modèle. Mais je digresse. L'UPR c'est quoi du coup? C'est un parti de rassemblement créé en 2007 par François Asselineau, précisément après qu'il ait constaté qu'aucune offre politique n'expliquait aux Français la situation politique réelle de la France, notamment le fait que la souveraineté de la France, donc sa démocratie car sans souveraineté il n'y a aucune démocratie possible, a été déléguée à des institutions européennes dont seuls les lobbies d'intérêt économique ont les clés des coulisses, et dont le peuple est donc entièrement tenu à l'écart. Je reviens pas là-dessus car j'en ai déjà parlé dans la seconde partie de cette série. Mais la particularité de ce parti est donc de réunir les Français de tous les bords politiques, de toutes les origines et de toutes les confessions, pour s'unir afin de sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. De manière sereine, pacifique et juridique, car oui c'est parfaitement possible juridiquement. Contrairement à ce que tend à faire croire certains partis comme le FN, qui entretiennent constamment l'idée selon laquelle être contre l'Union Européenne c'est être nostalgique de l'occupation allemande. Il ne s'agit absolument pas d'une démarche xénophobe qui consisterait à fermer la France sur elle-même. Il s'agit simplement de dénoncer le fait que l'Union Européenne, dans son principe même, ne permet pas la démocratie. Tout simplement parce qu'on ne peut pas appliquer une politique unique à 28 pays aux intérêts politiques et économiques divergents, et qu'il faudra donc forcément imposer une politique commune contre le gré des peuples de chacun de ces pays.
L'UPR propose aux Français de choisir leur destin politique dans une démocratie fonctionnelle et non pas une mascarade électorale supplantée par des institutions juridiques continentales que personne n'a jamais demandé ou approuvé. Ce que propose l'UPR comme programme, c'est de revenir à une 5ème République fonctionnelle, sur la base d'un programme inspiré des jours heureux du CNR de 1945, bien sûr remis au goût du jour. Dans ce programme, les institutions que je décrivais dans la première partie de cette série seront renforcées de manière à permettre une véritable application des principes démocratiques qui ont fondé la 5ème République. Il ne s'agit donc pas, en effet, de changer radicalement de modèle, désolé d'en décevoir certains. Il s'agit de nous unir par-delà toutes nos différences d'opinion, pour restaurer un modèle qui soit notre plus grand dénominateur commun, avant de laisser les Français décider eux-mêmes de la suite, exactement comme je le proposais dans la seconde partie. Les plus attentifs d'entre vous l'auront compris, c'est de l'UPR que viennent les propositions que je donnais également en première partie, et dont j'avais subtilement précisé qu'elles n'étaient pas de moi. Pour rappel, ces propositions étaient garantir l'indépendance des médias, réformer le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle, protéger la Constitution, déprofessionnaliser la politique, et permettre un accès direct au peuple au pouvoir législatif et exécutif, donc un référendum d'initiative populaire. Toutes ces propositions figurent déjà noir sur blanc au programme de l'UPR, parmi d'ailleurs bien d'autres propositions alléchantes, comme la pleine reconnaissance du vote blanc, l'interdiction de cumul des mandats, l'inéligibilité à vie des élus condamnés dans le cadre de leurs fonctions, la garantie du bon fonctionnement des services publics, ou encore la constitution d'une commission de citoyens tirés au sort chargée de surveiller l'application des mandats des élus. L'objectif est donc bien de proposer une 5ème République rénovée et permettant un véritable exercice de la démocratie. Libre à vous d'ailleurs d'appeler ça une 6ème République si vous y tenez. Encore une fois, ce qui importe, ce n'est pas le nom qu'on lui donne, mais le contenu qu'on propose. Une fois ce programme appliqué, l'UPR cessera de facto d'exister, conformément à ses statuts, car il s'agit d'un rassemblement provisoire visant un but précis que je viens de vous résumer. Et ce sont ensuite les citoyens qui pourront décider eux-mêmes de leur destin et du modèle politique qu'ils souhaiteront, grâce aux outils démocratiques qui leur auront été rendus ou nouvellement ajoutés. Je reprends à nouveau l'exemple de la démocratie par tirage au sort. Supposons que ce soit cette proposition que vous défendez. Il ne vous a pas échappé que le programme de l'UPR ne propose pas de la réaliser. De même si vous défendez toute autre position, y compris la dictature ou la monarchie d'ailleurs. Mais comme je l'ai dit, l'UPR cherche à rassembler les Français autour d'un dénominateur commun, et cette démarche implique nécessairement de mettre de côté toutes les propositions qui ne puissent pas potentiellement rassembler la totalité des Français dès maintenant. Que ça nous plaise ou non, c'est bien le cas de la proposition de Chouard et de bien d'autres qui, bien que très intéressantes, sont encore très loin de faire l'unanimité. C'est donc un sujet à division, car si l'UPR le proposait directement, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette proposition refuseraient de soutenir ce parti, et jamais l'UPR ne parviendrait à appliquer son programme. Tout comme c'est le cas pour bien d'autres propositions que je soutiens moi-même, comme le revenu de base ou le salaire à vie par exemple, dont on reparlera dans une, voire plusieurs prochaines vidéos. Qui sont des idées auxquelles j'adhère et que je défends, mais qui ne figurent pas non plus au programme de l'UPR, et que je considère simplement qu'une fois le programme de l'UPR appliqué, j'aurai tout le loisir de défendre avec les outils démocratiques qui auront alors été mis en place. Je n'ai donc pas besoin d'exiger qu'elles figurent dès maintenant dans ces propositions. La priorité étant de s'unir au-delà de ces divisions pour rétablir en France un système démocratique fonctionnel. Soutenir l'UPR, c'est donc très précisément ça. Mettre temporairement de côté tout ce qui nous divise afin d'unir les Français, sans aucune distinction, vers un seul et même but qui est de rendre à la France sa démocratie. Si le programme de l'UPR ne propose pas directement ce modèle de démocratie par tirage au sort par exemple, il est aussi indispensable de remarquer qu'il est le seul programme à le rendre possible. C'est-à-dire que si ce programme est appliqué, les militants du tirage au sort bénéficieront, contrairement à aujourd'hui, d'un accès à la vie politique, plus besoin d'obtenir 500 parrainages pour être candidat aux élections présidentielles, d'un financement équitable, pas besoin d'avoir déjà eu accès aux élections législatives, elles aussi verrouillées, pour disposer d'un financement public. Il leur sera attribué au prorata de leur score dans les urnes, dès la première voix obtenue, et sur la base des électeurs inscrits et non pas des suffrages exprimés. D'un accès équitable aux médias. Pas besoin d'avoir déjà fait X% dans les urnes pour que les Français soient informés de l'existence de votre parti et de ce que vous proposez. Cet accès sera, comme le financement, proportionnel au suffrage d'électeurs inscrits recueillis pour chaque parti, et les partis encore inconnus bénéficieront d'un quota minimal qui leur permettra de se faire connaître des citoyens, sans que l'accès aux médias ne leur soit refusé au prétexte complètement paradoxal que personne ne les connaît, comme c'est actuellement ce qui se passe. Et enfin, je terminerai sur ça même si c'est loin d'être tout ce que propose l'UPR, d'un référendum d'initiative citoyenne qui permettra aux défenseurs d'une cause précise, c'est-à-dire une proposition qui ne justifie pas à elle seule de fonder un parti politique, puisqu'un parti se doit généralement de proposer un programme politique complet et pas juste une réforme unique, de soumettre leur proposition à un débat public, toujours grâce à un accès équitable aux médias, afin que cette proposition débouche sur un référendum qui permettra de la réaliser le plus démocratiquement du monde. C'est pourquoi toute proposition qui ne figure pas au programme de l'UPR aura, une fois celui-ci appliqué, toutes les cartes en main pour convaincre de sa validité et se voir réalisée.
J'en dis pas plus sur l'UPR, car je cherche pas ici à vous inciter à voter pour ce parti, mais uniquement à vous intéresser à lui, casser des éventuelles idées reçues, et à aller vérifier si vous êtes en accord avec ce qu'il propose ou non. Car pour toutes les raisons que j'ai expliquées précédemment, ce parti est totalement occulté des grands médias. On a par exemple les magazines L'Express et Le Point qui sur leur site web ont listé à l'occasion des élections régionales la totalité des listes de candidats dans la totalité des régions de France, à l'exception d'une seule liste, systématiquement, celle de l'UPR, dont ils sont pourtant parfaitement informés de l'existence. Il y a donc une volonté claire et assumée de ces grands médias de cacher aux Français l'existence de ce parti, et à mon avis, c'est pas pour rien. Mon seul conseil est donc celui-ci. Allez voir ce que propose ce parti, faites-en autant pour tous les autres partis, que vous pensez ou non être d'accord avec eux, faites-vous-en votre propre idée, et décidez par vous-même s'ils méritent ou non d'être soutenus. Si vous n'êtes pas convaincu, continuez de vous abstenir ou de voter pour qui vous voulez, vous aurez rien perdu à part un peu de temps. Si vous êtes convaincu par contre, prenez en main votre responsabilité de citoyen et soutenez-le ce parti, parce que si vous voulez voir son programme appliqué, ça se fera pas tout seul. Et pour conclure, j'insisterai sur une dernière chose. Comme je le défends depuis un moment déjà, la révolution n'est pas une solution souhaitable, et je considère qu'il est de notre devoir de tout faire pour qu'elle soit évitée. Mais je jette pas pour autant la pierre à ceux qui refusent de voter, parce que j'ai moi-même été de ceux-là jusqu'à encore très récemment. Seulement cette position n'est justifiable que dans la mesure où on ne voit aucune proposition politique qui corresponde à nos propres convictions dans les candidats qui nous sont présentés. Et en ce qui me concerne, l'UPR a remédié à ce manque. C'est donc tout naturellement que je soutiens à présent ce parti dans les urnes. Comme je l'ai dit en première partie, vouloir changer de modèle trop brusquement ne peut pas se faire sans heurts, et c'est pourquoi même si on est convaincu qu'il faut mettre en place un modèle politique radicalement différent de l'actuel, ce que l'UPR ne propose donc pas tout à fait, il est tout de même nécessaire de parvenir dans un premier temps à un modèle intermédiaire qui permette ensuite de décider démocratiquement, sereinement et sur toute la durée nécessaire à ce débat, d'aller plus loin dans un sens ou dans l'autre. Et à ce sujet, j'en profite pour vous donner mon opinion sur la fameuse proposition d'Étienne Chouard. J'aime l'idée du tirage au sort. Elle est pertinente et permet en effet un contrôle démocratique bien moins corruptible que l'élection de représentants. Mais pour autant, je défends pas son application directe en remplacement immédiat de tout le modèle de démocratie représentative, comme le proposent beaucoup de ses défenseurs. D'une part parce que ça constitue un changement trop brutal, et je l'ai déjà dit et répété, il ne se passera pas sans heurts. Gardez en tête que ça impliquerait notamment de dire du jour au lendemain aux Français qu'ils n'ont plus le droit de vote. Certes, c'est pas aussi radical que tel que je le présente là, parce que ce serait compensé par d'autres choses, mais reconnaissez que le symbole est tout de même un peu brutal. Et d'autre part, c'est un modèle sur lequel on n'a aucun retour d'expérience, comme on ne l'a jamais expérimenté à cette échelle. J'exclus l'exemple de la démocratie athénienne parce que c'est un contexte socio-politique beaucoup trop différent du nôtre pour être comparable. Et je pense qu'avant d'envisager son application complète à tous les niveaux, il est indispensable d'expérimenter progressivement son fonctionnement. Voici comment moi je proposerais qu'il soit développé de manière idéale. Premièrement, mettre en place le programme de l'UPR, qui donnera tous les outils nécessaires pour aller plus loin, mais aussi instaurera un premier exemple de cette proposition en tirant au sort des assemblées citoyennes chargées du contrôle du mandat des élus. Ensuite, si le modèle fait ses preuves, et je pense que ce sera le cas, l'élargir à des assemblées citoyennes exécutives, toujours tirées au sort, qui seront chargées chacune d'étudier un sujet de société précis et rien d'autre. Elles auront un délai suffisant pour étudier en détail sa problématique, confronter les avis et oppositions des experts de tous les bords possibles, et tirer des conclusions de ce débat en aboutissant à un projet de loi qui pourra soit être voté au Parlement, soit pour les sujets les plus délicats faire l'objet d'un référendum. Une fois que ce modèle sera suffisamment rodé, que les Français y seront accoutumés et qu'on aura défini clairement comment s'assurer qu'il fonctionne correctement et ne puisse pas donner lieu à des dérives, alors et seulement alors, on pourra débattre sereinement de le généraliser à tout le modèle politique français. Voilà comment moi je verrais dans l'idéal se réaliser l'application de ce modèle, de manière à ce que ça se fasse sans heurts, sans précipitation, et en laissant le temps à la fois d'en valider le principe et de s'habituer à son fonctionnement. J'en reviens donc à ma conclusion. Vous savez maintenant en détail pourquoi je défends pas l'abstention dans un contexte où il existe un parti de rassemblement qui propose de rétablir la démocratie afin de donner aux Français les outils nécessaires pour décider de leur avenir de la manière la plus démocratique possible. Car peu importe le modèle final que vous défendez, tirage au sort, communisme, république ou même monarchie, c'est de toute façon dans votre intérêt qu'on arrive dans un premier temps à un système qui vous laisse soumettre au débat public vos propositions et qui permette par le débat contradictoire de faire émerger la proposition dont les Français veulent réellement. Donc de mon point de vue, peu importe quel modèle vous défendez, à moins bien sûr qu'on parle d'un fantasme d'Europe fédérale sur lequel je me suis déjà exprimé, soutenir cette première étape qui est l'UPR est également dans votre intérêt car ça ira forcément plus dans votre sens que le modèle actuel qui muselle toute opposition à une politique ultra-libérale qui est d'ailleurs de plus en plus ouvertement despotique. Car après tout, l'alternative est simple, ne pas voter et attendre que les choses changent d'elles-mêmes, ce qui arrivera probablement pas ou du moins sûrement pas dans le bon sens, ou soutenir un premier pas qui pourrait être la condition de réalisation du modèle que vous proposez, quel qu'il soit, dès lors qu'il fera ses preuves dans un débat équitable.
Cette série de vidéos sur la démocratie est à présent terminée, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir dans les commentaires, autrement, gardez-le pour vous. Bon, ok, je déconne, vous pouvez le dire aussi, de toute façon, tout le monde saura très bien que c'est vous qui avez tort, alors bon. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Facebook, Twitter et même Google+. Bon ok, j'ai juste ouvert un compte et je vais probablement pas y être actif parce que j'ai pas trop le temps pour ça, mais au moins c'est fait et vous devriez pouvoir être informé des vidéos que je publie. Si vous ne savez plus quoi faire de tout votre argent, n'hésitez pas à vous en soulager un petit peu sur ma page Tipeee. Au passage, gros merci à tous mes tipeurs actuels. Pour info, j'ai pas l'intention de devenir riche grâce à YouTube, mais actuellement j'ai aucune autre source de revenus que ça, à l'exception de ma bourse d'études. Et si mes vidéos me permettent ne serait-ce que d'avoir un tout petit peu plus de sous à la fin du mois, ça me soulage déjà énormément au quotidien. Donc vraiment gros merci à vous tous, même si vous pouvez pas donner plus qu'1€ par mois, voire rien donner du tout mais que vous consacrez déjà du temps en regardant mes vidéos, c'est déjà énorme et vous faites super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sans spoiler, je pense que dans la suivante on va parler d'animaux, parce que le thème de la chaîne c'est quand même philosophie, politique, animaux et vin de grâce. Jusque là je pense que je vous ai plutôt bien servi en philosophie, politique et vin de grâce, mais à part quelques chatons par-ci par-là, on n'a pas encore atteint le quota sur les animaux. Alors qu'il y a quand même beaucoup à dire sur le sujet. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu sur cette vidéo, et surtout la partager partout où vous pouvez, parce que ça m'aide vraiment beaucoup à faire progresser la chaîne. Et qu'est-ce que je peux exiger de plus de vous encore descendez dans la rue, distribuer des tracts pour faire connaître ma chaîne, sacrifier une vierge à ma gloire, essayez de terminer une partie de Monopoly sans vous énerver, et si d'ici là vous vous ennuyez encore, allez escalader le Mont Blanc, trouvez-vous des potes, je sais pas. A très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, et restez sauvages.